vous êtes sur RTL. Buonasera. Ils refont la France sur RTL. Buenos dias. Namaste. Avec Anaïs Bouton. Bonsoir à tous et bienvenue dans Ils refont la France. Et comme on dit ici, Buon anno. Happy New Year. Gelukkig Nieuwjaar. Feliz Año Nuevo. eh oui, bonne année à tous. Et comme chaque vendredi soir, Ils refont la France, c'est l'actualité française vue par les correspondants de la presse étrangère. Et avec ce soir, Birgit Holzer, ich bin deutsche Journalistin. John Henley, The Guardian, good evening. Alberto Toscano, Stampa Italiana, buon anno a tutti. Juan José Dorado, periodista espagnol. alors bonsoir et merci à tous les quatre d'être là pour Ils refont la France. Au sommaire ce soir, les vœux des présidents, cette tradition française, le système de santé qui a besoin d'un bouche à bouche, la baguette, quoi qu'il en croûte, auquel jeu de mots, et puis la galette, vive les rois et les reines. Jusqu'à 20h, Ils refont la France sur RTL. Je souhaite que le spectacle de nos ruines toujours présentes et de tant de foyers encore sans abri écarte les égoïsmes aveugles trop nombreux. Pour la réussite de la France, je nous souhaite à tous, en son nom, la foi et l'espérance nationale. Bonne année à vous tous. Oui, Françaises et Français, bonne année. Avec, par ordre d'apparition, Vincent Auriol. Vous avez reconnu son accent rocailleux. C'était le 6 janvier 49. Le général de Gaulle, bien sûr, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Alors, ses vœux présidentiels, un exercice incontournable, très codifié depuis le début de la Ve République. La fameuse allocution depuis le palais de l'Élysée, ou des idées aussi, parfois, précédée de la Marseillaise. L'occasion pour le président de faire un point sur la situation du pays. Ça existe aussi chez vous en Allemagne, Birgit Holzer? Ça existe aussi en Allemagne. On en a même deux parce qu'on a un président qui fait un discours le 25 décembre et on a un chancelier, avant une chancelière, pour le 31 décembre. Mais je me suis amusée parfois avec des amis allemands à Paris de regarder les deux et de comparer. Parce qu'en fait, effectivement, en France, c'est la Marseillaise et puis c'est des mots souvent très très lyriques. C'est vraiment c'est mise en scène en fait. En allemand, c'est déjà beaucoup plus court. Il n'y a pas de hymne national. Il n'y a pas de Marseillaise. Pas de Marseillaise, bizarrement. Ni de hymne national. Il y a juste une voix en off qui dit maintenant voilà le discours qui arrive. Et c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus sérieux en fait. Et donc ça montre beaucoup en fait sur l'image du politique dans les deux pays. C'est une occasion de faire passer un message quand même, non ? Oui, bien sûr, et c'est important, hein, c'est un message rassembleur, et aussi donner une bonne perspective pour la nouvelle année. Donc il y a toujours des millions de gens qui regardent ça. Je pense qu'il y a quand même une attente que ça soit fait. Un discours rassembleur, Juan José Dorado, on est aussi en Espagne ou pas systématiquement. Hein, ah non. Alors, bon, déjà, la première des choses, c'est qu'en Espagne, nous, on est des professionnels, vous êtes des amateurs à côté des Espagnols. Déjà, pourquoi on n'a pas commencé en 58, mais peu importe. Mais pourquoi ? Parce que vous savez, le roi, il parle le 24. Et donc, dans la foulée, donc, il n'est pas rassembleur, parce que tous les indépendantistes, qu'ils soient basques, galiciens, andalous ou catalans, vont critiquer le discours du roi, peu importe ce qu'il dira. Mais pourquoi vous êtes des amateurs ? Parce que nous avons le roi le 24 et puis on a 17 présidents des communautés autonomes qui vont le faire entre le 24 et le 31, plus le président de Ceuta et celui de Melilla. Donc on a 20 discours entre le 24 et le 31. Wow. Donc vous imaginez, on est des pros. Et puis vous allez me dire, et puis alors, le président du gouvernement Ben non, lui, il ne parle pas. Alors, comme il n'a pas son discours, parce que le roi, qui est le chef de l'État, l'a déjà donné le 24, qu'est-ce qu'il a inventé, notre président ? Une méga conférence de presse le 27, où il va faire le bilan de l'année 2022. Donc, on a en tout 21 discours. Alors, c'est qui les pros là ? Ah, c'est vous, c'est les Espagnols. Les vœux, Alberto, c'est aussi l'occasion pour le président, en tout cas en France, de donner de la perspective. On l'écoute.
Comme je m'y suis engagé devant vous, cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir. Alors, comme dit Juan José Dorado, il fait un petit bilan de 2022, mais là, il réinsiste sur le fait que, au cas où on l'aurait oublié, la réforme des retraites va bien avoir lieu. Une période de grandes manifestations. Il a annoncé des grandes manifestations. Ah oui, c'est ça que vous annoncez. Au fin janvier, début février, et on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Non, en Italie, on a les vœux sous forme de conférences de presse, comme en Espagne, du chef du gouvernement. Alors donc, Giorgia Meloni. C'est pas le 31, c'est juste avant. Donc, dans ce cas, ça a été Giorgia Meloni qui a fait cette conférence de presse en faisant des annonces pour l'avenir. J'espère que certaines de ces annonces ne seront pas tenues. Lesquelles la réforme constitutionnelle dans le sens du présidentialisme, c'est une pure absurdité à mon sens. Donc, d'ailleurs, elle n'a pas la force pour faire une réforme constitutionnelle. Mais le 31, il y a les vœux du président de la République, Sergio Mattarella, qui fait les vœux à 20h30. dont un correspondant italien en France a le temps de regarder les vœux d'Emmanuel Macron à 20h et de passer de la Marseillaise à l'hymne di Mameli et d'écouter quelques dizaines de minutes du président de la République italienne qui cette année a dit une chose intéressante quand même. Il a dit « Nous sommes un pays où tous les partis ont été au gouvernement ». Parce que c'est vrai. Avec le parti de Madame Meloni qui arrive au gouvernement, l'extrême droite est au gouvernement, dont toutes les partis, de l'extrême gauche à l'extrême droite, ont été au gouvernement pendant les 5-10 dernières années. Et donc, dit M. Mattarella, il faut que les partis se rendent compte qu'il faut garder les pieds sur terre. C'est comme un appel anti-populisme. Tous ont fait l'expérience du gouvernement, dont tous doivent connaître la réalité des problèmes du pays. Alors, il a dit une chose intéressante, dites-vous. Emmanuel Macron, lui, il a dit ce qu'on pourrait appeler une énormité. On l'écoute. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée, ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays? Ah oui, qui aurait pu prédire la crise climatique, si ce n'est les 27 COP, les 6 rapports du GIEC et du Haut Conseil pour le climat. Souvenons-nous de Jacques Chirac en 2012. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Donc à travers les ondes, le président Chirac lui rappelle que l'occasion, les vœux, c'est quand même l'occasion. Il ne faut pas se planter. Il ne faut pas se planter. C'est quand même un rituel, je pense, c'est quasi religieux, j'ai l'impression. Et c'est quand même un rituel. Et donc il y a le problème avec tous les rituels que pour ceux qui regardent et écoutent, ça devient un peu... C'est un bavardage, tout le monde attend ça et personne tout le monde l'attend mais personne n'écoute. Sauf, évidemment, qui fait une grosse bourde. Mais nous, cette année, c'était intéressant. Nous, on n'a pas de président, on a normalement une reine, mais cette année... Et là, il va falloir que vous fassiez votre deuil. Elle est morte. Oui, mais justement, c'était... Ça fait quand même 3 mois, le premier discours du roi. Exactement. Du roi Charles III. C'est toujours le 25 décembre à 15h de l'après-midi sur la BBC. Donc, c'est-à-dire quand tout le pays est en train de somnoler devant la télé après la dinde de midi. Et normalement, c'est vraiment très, très expressément apolitique. Apolitique, toujours, oui. La reine, elle faisait toujours les discours sur sa famille, sur ses enfants, sur les corgis, etc. Charles, cette fois, il a marqué sa différence, il a fait un discours quand même assez politique dans le sens où il a parlé beaucoup de ce dont on va parler tout à l'heure, la crise dans le secteur de la santé et surtout la crise du pouvoir d'achat pour le peuple britannique. Faut dire que c'était vraiment ça marquait vraiment une étape. Oui, ça marquait un tournant par rapport à ce qui se faisait avant. Absolument. Allez, une pause dans un instant, mais ça fait 6 ans que le président Macron nous en parle pendant ses vœux. La santé, le roi Charles III en a parlé aussi. On a l'impression qu'il faut toujours lui faire du bouche à bouche à notre système de santé. Ma santé va craquer. On en parle dans un instant sur RTL. RTL. Remaking France. Avec Anaïs Bouton.
Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Avec nos correspondants étrangers bien aimés, Birgit Holzer, correspondant de la presse allemande, Alberto Toscano, l'Italiano, John Henley du très British Guardian et de Juan José Dorado, correspondant en France pour la presse espagnole. Alors, la santé au bord du gouffre, hôpitaux sous l'eau, médecins et biologistes en grève, urgences saturées. Cette semaine, l'Ordre des médecins et les syndicats ont même publié un communiqué commun, ce qui est très rare, pour alerter sur l'extrême vulnérabilité du système de santé. Quant aux hôpitaux, on le sait, ils sont sous tension, on en parle beaucoup sur RTL et depuis des années. C'est dans ce contexte que pour la première fois, le président Macron a présenté ses vœux au personnel soignant. Il était au centre hospitalier sud francilien de Corbeil-Essonnes pour rencontrer des professionnels de santé éprouvés. Je sais l'épuisement personnel et collectif, le sentiment parfois de perte de sens qui s'est installé, et le sentiment au fond de passer d'une crise à l'autre. Et alors qu'on venait même de sortir du Covid, de réaffronter des crises à nouveau et de ne jamais sortir en quelque sorte de ce jour de crise sans fin. Alors le président a donc dévoilé ses réponses à la crise dans laquelle s'enfonce le système de santé français. Alors réorganisation du travail à l'hôpital d'ici juin, il y a des négociations avec les médecins généralistes, il y a l'accélération du recrutement d'assistants médicaux. Est-ce que c'est une crise propre à la France, Juan José Dorado ? Pas du tout. C'est une crise européenne, c'est une crise et au-delà de l'Europe. Mais ça me fait quand même parfois rigoler quand j'entends le président de la République, pas spécialement lui, mais dans ce cas Emmanuel Macron. Est-ce qu'il n'était pas au gouvernement de François Hollande quand il y a eu une réforme et on a commencé à réorganiser l'hôpital. Donc, en France, c'est beaucoup plus lointain que ça. Hein. Non, mais pour vous dire, ce qui se réfère à Emmanuel Macron. Il a été membre du gouvernement bien sûr, de François Hollande. Vous savez, le système français qui est semblable à tous les systèmes. En Espagne, c'est un système, je vous dis semblable, sauf que c'est un système très décentralisé par rapport à la France. Et donc, c'est chaque gouvernement autonome qui gère ses hôpitaux, qui gère son système de santé. Et nous, Est-ce que ça marche mieux ? Alors, ça marche mieux sur une partie du système de santé. Je m'explique. Au niveau des hôpitaux, puisque chaque région détermine combien elle va investir en salaire, en infrastructure, en investissement, il y a des régions où vous avez des médecins qui sont bien payés, d'autres où ils sont beaucoup moins payés. Là où il y a un problème, par contre, et ça c'est général partout, c'est dans les listes d'attente. Aujourd'hui en Espagne, vous voulez être opéré par la santé, par le système de santé publique. Vous mettez 151 jours si vous êtes catalan, si vous êtes en Catalogne, et 65 jours si vous habitez Madrid. Au milieu, il y a tout le reste de l'Espagne. Hein. Donc, vous voyez, c'est là où il y a un gros problème. Si vous voulez aller voir un spécialiste, vous mettez 50 jours quand vous êtes à Madrid, mais vous mettez pratiquement 3 mois quand vous êtes en Extremadure. Donc, pour vous dire qu'après, il y a des différences. Et donc, tous les pays, que ce soit l'Espagne ou la France, ont grosso modo les mêmes problèmes. Mais dans les questions essentielles, l'Espagne est parfois un tout petit peu mieux, tout simplement parce que la décentralisation a permis aussi vous dites un gros mot pour la France, là. d'adapter aux régions et aux besoins de chaque région. Et ça, effectivement, dans un pays comme la France, très centraliste, vous avez du mal à l'entendre. Ça, c'est sûr. Alors, les dépenses pour la santé, c'est 12% du PIB en France, en Allemagne et en Angleterre aussi. Comment ça se passe chez vous, Birgit, John ? Est-ce que c'est moins bien ? Est-ce que c'est mieux ? Honneur aux dames, John, c'est vous. Non, aux dames, j'ai dit. Birgit, vous n'avez pas encore changé de sexe, John. Bon, alors Birgit. Je ne sais pas si c'est mieux, c'est compliqué. Il y a une grosse décentralisation, comme en Espagne aussi. C'est-à-dire les landers s'occupent. En fait, non, la santé, c'est national quand même. Après, c'est les hôpitaux qui eux-mêmes qui gèrent leurs finances, etc. Et effectivement, les hôpitaux en Allemagne ils vont mal aussi parce qu'il y a une accumulation de crises. Il y a eu le Covid, maintenant il y a la grippe et la crise de l'inflation, de l'énergie. En même temps, ce qu'on voit en France, les urgences complètement débordées, des heures et des heures d'attente. Je connaissais pas ça en Allemagne et je connais pas ça en Allemagne. Et on a aussi vu pendant la crise du Covid que l'hôpital ou le système de santé en Allemagne est globalement un peu plus costaud.
On a même pu prendre des patients de la France ou d'autres pays. Oui, vous avez pris des patients français. Après, le système allemand est aussi très contesté parce que c'est très long à expliquer, mais il y a deux systèmes en gros d'assurance. Il y a une assurance privée pour les fonctionnaires et des personnes indépendantes. Et ça coûte très très cher de les soigner. Mais parce que ça coûte cher, ça rapporte beaucoup d'argent aux hôpitaux. D'accord. Et du coup, il y a une grande différence en fait de traitement entre des personnes assurées de cette manière-là et d'autres personnes. Et du coup, il y a un grand débat aussi, pour faire court, je suis désolée, c'est un peu compliqué, mais il y a un grand débat aussi autour de la manière comment on s'organise. Et le ministre de la Santé allemand a aussi promis 8 milliards d'euros pour la santé, pour l'hôpital. Nous, le Grenelle, c'était 19 c'est pas beaucoup, milliards. hein. Donc, oui, c'est pas... Oui. Mais je crois que les médecins et le personnel soignant est mieux payé en Allemagne aussi oui. qu'en France. Hein. J'ai regardé, en fait, c'est une infirmière, globalement, est à peu près payée le double qu'une infirmière en France. En France ? Donc, c'est vrai ? Oui, la moyenne, 3200 presque. Et les médecins, c'est encore plus, c'est autour de 7000, 8000, mais ça peut être beaucoup plus selon les années, selon aussi... En Allemagne, donc, un personnel beaucoup mieux payé beaucoup mieux payé. Pareil en Espagne ou pas ? Ça dépend des régions. En Pays Basque, vous êtes plutôt bien payé. En Andalousie, beaucoup moins. Mais ça reste légèrement plus haut qu'en France, quand même. Oui, c'est fou, hein. John Henley. Alors, en Angleterre, qu'est-ce qui se passe ? C'est toujours pire ailleurs, et si les Français ont envie de se conforter, ils n'ont qu'à regarder de l'autre côté de la Manche, franchement. Là, vraiment, on parle de la pire crise de l'histoire du NHS, donc le système de services de santé. C'est un serpent de mer, le NHS, depuis Margaret Thatcher, on en entend parler. Depuis, il y a 12 ans de sous-investissement, au moins. Il y a, par exemple, on a la moitié du nombre de lits à l'hôpital qu'en France et un tiers que le nombre en Allemagne. Ça a été exacerbé par le Brexit parce qu'il y a beaucoup d'aides-soignants et d'infirmières qui sont partis, qui étaient des Européens, qui sont plus là. Et vous avez un système d'urgence saturé aussi ? C'est juste une crise. J'ai juste quelques qui vont vraiment choquer, je pense. On a parlé cette semaine des analyses des experts du système de santé, des universitaires. On parlait d'un chiffre de entre 300 et 500 personnes par semaine qui meurent à cause des attentes dans les urgences. Les derniers chiffres... 3 à 500 personnes par semaine. Les derniers chiffres qu'on a, pour sûr, c'est le mois de novembre. Là, il y avait près de 38 700 personnes, près de 40 000 patients qui ont attendu plus de 12 heures aux urgences avant de voir un médecin. En plus, il y a 25% des patients qui arrivent à l'hôpital dans une ambulance qui doivent attendre plus de 2 heures avant même de pouvoir entrer parce qu'il y a peu de lits dans les urgences. En plus, même non seulement il y a très peu de lits dans les hôpitaux, mais on n'arrive pas à faire sortir les gens de l'hôpital parce qu'il y a une crise aussi. Il manque 160 000 aides-soignants, donc des aides à domicile. Donc il n'y a pas les gens ils peuvent pas quitter l'hôpital parce qu'ils peuvent pas rentrer chez eux parce qu'il y a personne pour aller les soigner. Mais là c'est même plus un système à l'agonie, c'est un système complètement exsangue. Vraiment ça commence. Et comment ça mourir parce qu'il n'y a pas de place dans les cimetières. Ouais. Comment ça se passe en Italie, Alberto? En Italie, je commence par la dernière chose que John a dit, c'est-à-dire les urgences. En Italie, le système est engorgé parce que c'est par ricochet le problème en général de la santé. D'ailleurs, ça existe aussi en France. Compte tenu qu'il y a moins de médecins de famille, alors les gens
vont directement aux urgences. Et ça va engorger les urgences, ça crée des problèmes très sérieux dans les urgences hospitalières. Pour ce qui regarde le problème de l'organisation du système sanitaire en Italie, un peu comme en Espagne, ça c'est décentralisé. Donc il y a 20 régions en Italie, il y a 20 gestions du système sanitaire. Alors ça crée des différences énormes entre une région et l'autre. Et dans certaines régions italiennes, le système sanitaire a une efficacité semblable à celle de la France. Probablement dans les régions du Nord. C'est beaucoup moins efficace. En général, en Italie, il y a un autre problème qui est celui des assurances des mutuelles. En France, beaucoup de monde a la mutuelle. C'est très généralisé. En Italie, ceux qui bénéficient d'une mutuelle en plus que le système sanitaire ne sont pas très nombreux. C'est moins organisé. Et donc, ça a des conséquences négatives sur la qualité du système de santé italien. Enfin, les médecins italiens sont bien qualifiés, mais une partie de ces médecins préfèrent aller travailler à l'étranger, et notamment en France, où il y a de plus en plus de médecins italiens. Ah, eh bien, oui. Bon, on se targuait d'avoir le meilleur système de santé au monde en France. On se rend compte que c'est plus tout à fait le cas. On a juste encore le reste à charge le plus faible de tous les pays de l'OCDE. En fait, la médecine, c'est 7% en France, c'est-à-dire que on paye le moins cher notre médecine. Mais bon, c'est peut-être un peu aussi le problème. Une pause et dans un instant, une autre exception française en péril. À tout de suite sur RTL. RTL. Sie erfinden Frankreich neu. Ils refont la France. Avec Anaïs Bouton. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Avec nos correspondants étrangers, Birgit Holzer, Alberto Toscano, John Henley et Juan José Dorado. Madame, bonsoir. Une tradie ? Eh oui, une tradie, la baguette, entrée il y a quelques semaines au patrimoine mondial de l'humanité, est en danger. Chaque jour, 12 millions de Français achètent une baguette chez les 33 000 boulangers. On écoute l'un d'entre eux. Moi, je payais 20 000 euros d'électricité par an. Avec l'augmentation que je vais avoir au 1er janvier, on va passer à 60 000 euros d'électricité par an. Donc ça fait une augmentation de 40 000. Qu'est-ce qui augmente comme ça de 400% Rien. Et moi, je connais rien, c'est la première fois que je vois ça. Donc comment vous voulez que je fasse la même chose sur ma baguette dans ce cas-là? Donc au lieu d'avoir 20 000, 60 000, ça fait x3, je vais faire x3 la baguette. Donc on va passer à plus de 3 euros la baguette. Seulement si je fais ça, moi, j'en vendrai pas une. Alors, augmentation du prix des matières premières, explosion du prix de l'énergie qui a rebaissé un peu depuis. La baguette est en péril, John Henley ? Oui, mais pas seulement à cause de la hausse dans le prix de l'énergie. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de quasi culturel en France. Et c'est ça l'argument que la France a avancé auprès de l'UNESCO, que ça crée, ça célèbre ou symbolise le partage. On a évoqué le fait qu'on envoie les jeunes enfants acheter la baguette, que les personnes âgées vont à la boulangerie pour rencontrer. C'est le commerçant préféré. Etc. Et c'est vrai que j'ai regardé les chiffres, quand même 320 baguettes par seconde vendues en France, mais c'est beaucoup, beaucoup moins qu'il y a 100 ans. Il y a 100 ans, apparemment, on mangeait en France, les Français mangeaient l'équivalent de 3 baguettes et demie par jour. Ici, aujourd'hui, c'est à peu près une demi-baguette. Donc, les habitudes ont changé. Donc voilà, la baguette, elle est en danger, mais pas forcément. Et ce qu'il faut rajouter aussi, c'est que cette hausse de prix de l'énergie, ça touche tous les petites entreprises. Moi, j'ai parlé avec mon boucher dans le 9e qui disait que lui, que ses factures d'électricité avaient doublé. Alors justement, vous faites bien parler des bouchers parce que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a indiqué récemment qu'il allait voler au secours des boulangers. Mais écoutez-le. Les aides, désormais, seront ciblées sur ceux qui en ont le plus besoin. Et nous ferons un effort particulier pour les boulangers qui le méritent parce qu'ils subissent la double peine et que, par ailleurs, ils font partie du patrimoine culturel, du patrimoine gastronomique de notre pays. Nous les accompagnerons. Mais nous ne rouvrirons pas un quoi qu'il en coûte pour toutes les professions de France et de Navarre parce que ce ne serait pas la bonne solution. Alors il annonce la fin du quoi qu'il en coûte, mais il parle aussi de la baguette, John venait de le dire, comme patrimoine, comme un symbole. Mais le symbole de quoi, Juan José ?
d'un produit de première nécessité. C'est la première des choses. Vous savez, c'est très symbolique. Vous parlez de la baguette, nous on parle de la barra de quarto. Parce que vous avez ça aussi, vous. Oui, on a tout à fait ce qu'on appelle l'équivalent de la baguette en Espagne. La barra de quarto. La barra de quarto. Quarto, c'est 250 grammes. Hein. Voilà, c'est le Tous les jours aussi, vous prenez ça à table. Oui, et on mange beaucoup de pain, d'ailleurs, en Espagne. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que l'Espagne a décidé, par exemple, de réduire la TVA d'un certain nombre de produits à 0. Parmi ces produits, le pain, la farine pour faire le pain, le lait, le fromage, des œufs. Taux de TVA réduit, oui. C'est pas un blocage des prix, mais c'est un taux de TVA réduit. TVA à 0 pendant 6 mois jusqu'au 30 juin prochain. Dis donc, c'est pas mal ce qui se passe en Espagne. Hein. Alberto Toscano, vous mangez du pain aussi, vous? On mange du pain, mais malheureusement, le seul aliment de la gastronomie italienne qui a perdu de qualité pendant les dernières décennies est le pain. Malheureusement, les Italiens n'apprécient pas cet aliment comme les Français, et c'est un point faible de la table italienne, malheureusement. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, le problème existe aussi en Italie, mais en France, la baguette est un drapeau. C'est le 4e élément du drapeau national. On comprend fort bien que cet élément provoque des contre-coups sur le plan psychologique. Et d'ailleurs, quel est le prix d'une baguette, Anaïs? C'est 1 euro, non? Moi, je l'achète 1 euro. 1 euro. Je suis entré dans la boulangerie pour demander, il m'a dit 1,10 €, peut-être. C'est la tradition. C'est la tradition. C'est la tradition. C'est la tradition. Alors attendez, vous parlez, vous dites que c'est la 4e couleur du drapeau. L'historien américain Steve Kaplan était hier soir dans On défait le monde, interviewé par l'excellent Cyprien Sini. Historiquement, le contrat social était assis sur le pain. C'est-à-dire que depuis toujours, l'accord entre le pouvoir et le peuple, c'est que le peuple ne va pas se soulever, ne va pas se révolter, ne va pas rejeter la légitimité du pouvoir tant que le pouvoir assure le pain. Alors il rappelait aussi que lorsque la foule est allée chercher le roi, la reine à Versailles en 1789, on parlait du boulanger, la boulangère et le petit mitron. Ça a une valeur symbolique inouïe. Vous avez l'équivalent en Allemagne, Birgit? Le pain est important. On n'a pas une baguette aussi bonne, mais le pain est important. Mais je pense que la France est vraiment l'exemple d'un pays qui sait protéger ses boulangeries. Il y en a 33 000 encore. En Allemagne, il n'y en a même pas 10 000 encore. Il y a beaucoup de chaînes. C'est pas du tout fait frais, c'est juste mis dans le four. Mais la France a su le faire parce que le mot boulangerie est protégé, il faut le faire sur place. Et je pense que c'est aussi parce que le pain est politique, bien sûr, parce qu'on pense peut-être à la Révolution française. Il y avait même un décret, je crois que de Napoléon, qui disait qu'à Paris, en juillet, août, les boulangeries ne peuvent pas tous fermer en même temps. J'en ai écrit plein d'articles dessus parce que c'est tellement français. Tellement français. Tellement important et c'est une bonne chose. Allez, une pause. 15 000. Et dans un instant, on tire les rois. Eh oui, messieurs. À tout de suite. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Voilà nos rois mages. Birgit Holzer, Alberto Toscano, John Henley, Juan José Dorado. Et juste pour le plaisir, les amis. Alors d'abord, on accueille Cassandre Janin et on va tirer les rois, je vous le dis tout de suite, tous les 8, parce qu'il y a Boris aussi qui est en régie. Et juste pour le plaisir, les amis, quelques secondes de Philippe Cavrivière face à Cyril Lignac. C'était ce matin. Alors la galette, c'est facile. Vous prenez la pâte feuilletée, des amandes, du beurre, une fève, des œufs. Et surtout, Yves, alors l'ingrédient principal qui va donner toute sa saveur, enfin pour moi, c'est la petite étiquette plantée dessus avec écrit 55 € pour chaque personne. Bon alors 55 €, c'est quand même un peu cher. Cassandre, vous avez pris place à nos côtés. Vous l'avez pas faite cette galette qu'on va partager parce que normalement vous faites les gâteaux pour nous. Mais là, c'est pas normal. J'ai pas pris le temps. Pardon. Alors, en ce jour de galette, vous êtes intéressée à cette tradition à l'étranger, Cassandre.
Oui, alors en France, galette rime avec pâte feuilletée, frangipane, fèves. Jusqu'ici, tout va bien. Mais ailleurs, c'est une toute autre recette. Souvent, c'est une brioche en forme de couronne. C'est le cas notamment au Portugal, une brioche des rois dans laquelle on trouve des fruits confits et du sucre. Et ça ressemble un peu à votre gâteau des rois en Allemagne, Birgit. Plutôt en Suisse, je crois. En Allemagne, oui. Pas chez vous. Nous, on ne le fait pas le 6 janvier, à mon grand regret, en Allemagne. On va juste finir les gâteaux qu'on a encore de Noël. Ah, il y a pas de... On fait pas le non, les pas rois. du tout. Non, pas du tout. Pour moi, c'était une très bonne surprise d'arriver en France et de découvrir cette tradition. Non, pas du tout. On a les rois qui se promènent dehors, qui frappent parfois dans les régions catholiques ou... qui sont vraiment les rois et qui veulent des gâteaux. En fait, après, c'est des enfants, souvent. Ah, c'est un peu comme Trick and Treat. Halloween, catholique. Ah oui. Voilà. Mais on n'a pas du tout la galette. Bon, d'accord. Alors mangez votre pain. Cassandre, alors, continuez. Oui, alors il y a des pays où il n'y a pas de fèves aussi. C'est le cas en Grèce. On place dans un gâteau à l'orange qu'on appelle vassilopita une pièce de monnaie. Et celui qui tombe dessus, naturellement, s'assure bonheur et fortune toute l'année. Et alors, j'ai vu qu'en Espagne, Juan José, on peut aussi glisser une pièce d'argent dans ce que vous appelez le roscon de Reyes. Le roscon de Reyes, qui est en fait le gâteau des rois, je crois que vous l'appelez dans le sud de la France aussi comme ça. Et effectivement, on met une fève, une pièce et bien une figurine, normalement un roi. Et pareil, John, vous mettez pas de fèves dans la galette. Vous mettez quoi exactement? On n'a pas vraiment, on connaît pas du tout ça en Grande-Bretagne en fait. Et d'ailleurs, la seule fois où j'ai essayé de l'acheter dans une très bonne pâtisserie française à Londres, ils m'ont donné la fève à part parce qu'ils ont dit ils avaient tellement peur d'un procès sous les réglementations santé et sécurité, quelqu'un qui se casse la dent sur la fève, qu'ils ont dit ils étaient obligés de vendre la fève à part et qu'on voulait ajouter plus tard. Ouais, en fait aux États-Unis c'est exactement la même chose. La galette, elle est vendue sans fève, elle est vendue à part. C'est une précaution des pâtissiers parce que si un client venait à s'étouffer ou à se casser une dent, il serait responsable devant la justice. Voilà. Et chez vous, Alberto, comment ça se passe? Et nous, on mange encore le panettone. Aujourd'hui, en Italie... Encore Oui. Il est dur. Et fête, c'est jour de fête aujourd'hui en Italie et en Espagne. Aussi. Mais racontez-nous alors, qu'est-ce que c'est? Le 6, c'est le jour des rois. Dans le jour de la Befana. La Befana, ce personnage féminin d'un certain âge, fort sympathique, amène les cadeaux aux enfants, mais pas d'où ça aux sort? enfants. Qu'est-ce que c'est que cette tradition? C'est Befana? une tradition. La Befana, c'est ce personnage de la tradition italienne, dont nous, on mange comme gâteau encore le panettone de Noël. On n'a pas la galette des rois. C'est une découverte des Italiens qui arrivent à Paris. Par contre, la galette des rois est à base de frangipane. Bien sûr. Et frangipane est faite par des amandes qui viennent d'Italie, de Sicile. Et dont il y a quelque chose quand même d'italien dans la galette des rois. Est-ce Et que là, vous je pouvez n'arrive manger pas votre part à la manger parce qu'elle est délicieuse. Elle est pas mal, hein. Mais est-ce que vous avez... Personne n'a la fève? Oui, mais j'ai failli me casser une dent. Juan José. Donc, oui, parce que c'est férié aujourd'hui chez nous. Les rois mages ont déposé les cadeaux hier soir. Nos enfants les ont découverts ce matin parce que nous, le 25, on le fait parce qu'on le fait maintenant partout en Europe. Mais l'Espagne commence l'école lundi prochain. Parce que nous, le 6 c'est férié. Pour nous, le roscon de Reyes dont on parlait est quelque chose de très important. C'est un jour férié en Espagne. Et donc, effectivement, on a cette fève. Vous n'aurez pas un procès parce que je ne me suis pas cassé le dent, donc ça va. Soyez tranquille. Mais alors, je ne comprends pas parce que l'Espagne, c'est un pays quand même fondamentalement catholique. Donc, le 25, c'est mais les Noël. rois mages, hein. Ah oui. Ils arrivent à Épiphanie. Oui, d'accord. Donc, Mais c'est pas la naissance de Jésus que vous fêtez, en fait. Non. Enfin, avec les enfants, les cadeaux, c'est le 6. La nuit du 5 au 6. En Italie, les cadeaux à Noël et les 6. 2 fois. Et malgré l'inflation. Le 25 et le 6 aussi? Le 25, c'est le Père Noël et le 6, c'est la Befana. Et vous, c'est quoi, vous? C'est le Saint-Nicolas, vous? Nous, oui, on fait le Saint-Nicolas le 6 décembre. On fait Noël le 24, surtout le 24 décembre, mais c'est férié jusqu'au 26. Et aujourd'hui, c'est férié dans 3 lenders, dont la Bavière. Toutes les excuses sont bonnes, en fait. Férié, tout ça, le cadeau. Juan José, vous avez choisi votre reine?
Comment choisir parmi vous trois? Oui, ça, je ne sais pas. Et puis, alors, je garde Alberto. C'est la modernité. Exactement, c'est de la modernito. La modernito aussi. Alberto et la reine de Juan Rosé. Merci beaucoup à tous les quatre. Ils refont la France. C'est fini pour ce soir. Et bonne année. Hein. Et bonne année. Très bonne année. Comment on dit? Tanti auguri Tanti auguri. En italien. Bon, il refort la France revient bien sûr vendredi prochain, même heure, 19h15. Et vous pouvez retrouver l'émission sur RTL.fr et sur l'appli. Vous passez un excellent week-end sur RTL. Et dans un instant, RTL Foot avec toute l'équipe, Eric Silvestro évidemment. Mais juste avant, l'essentiel de l'actualité avec Aude Vernuccio. RTL.